Alors, je constate qu'on me place à l'heure délicate. Merci, Hervé. Non, c'est moi après. Je vais me présenter. Donc, Béatrice Ayant chez elle, je suis au Crédit Agricole SA, donc c'est l'organe central du Crédit Agricole, à la direction de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Et à la direction de l'agriculture et à l'agroalimentaire, il y a un service d'expertise filière agricole et agroalimentaire. Et moi, je m'occupe des filières animales. J'ai la chance de connaître certaines personnes dans le public. C'est bon signe. Donc, on m'a demandé de parler de la place du bien-être animal dans l'approche des projets agri-agro au Crédit Agricole. Alors, d'emblée, ça pose la question de savoir comment on définit les investissements ou l'approche du bien-être animal. On en a beaucoup parlé ce matin, mais on verra quand même que ça peut être assez vaste et que du coup, ça pose tout de suite la question de savoir où est-ce qu'on met les périmètres, où est-ce qu'on met les limites. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Je voudrais déjà présenter comment fonctionne le Crédit Agricole et donc expliquer pourquoi l'approche peut ne pas être identique partout. Alors moi, donc vous l'avez compris, je travaille à Paris, à l'organe central du Crédit Agricole, mais ce qui est important de comprendre, c'est que le Crédit Agricole, c'est avant tout 39 caisses régionales, toutes indépendantes les unes des autres, qui sont des banques à part entière, et qui ont de fait, par exemple dans le domaine du bien-être animal, mais pas seulement, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du financement, et parfois on en fait les frais parce que d'une caisse régionale à l'autre, pour un même projet, on peut par exemple proposer des taux différents, donc évidemment tout ça c'est un petit peu compliqué, des taux différents en fonction de telle ou telle caisse. Eh bien, donc chaque caisse est indépendante. Et donc l'approche des projets agricoles, si jamais ils sont en Côte d'Armor ou si jamais ils sont en Savoie, pour un projet qui pourrait apparaître d'une certaine manière un petit peu identique, ne peut pas être la même. Et donc c'est là-dessus déjà d'emblée que je voulais insister, parce que moi, mon rôle est d'avoir une approche générique des filières animales et d'en informer notamment mes collègues des régions, mais pas seulement, aussi le public, aussi les grands clients, comment on aborde les filières. Mais localement, eux-mêmes, de par la connaissance de terrain, notamment mes collègues, dont un est ici présent de Normandie, ont vocation à avoir leur propre approche des projets. Là aussi, ça rajoute de la complexité à la complexité, à savoir ce qu'est du bien-être animal d'ailleurs. Et donc sur la droite, vous avez par exemple l'actionnariat qui démontre que ce sont les caisses régionales que vous avez à droite qui détiennent l'organe central dont je fais partie. À aucun moment, moi, Crédit Agricole, si j'ai une vision des filières animales, par exemple, je ne peux l'imposer aux caisses régionales. C'était quand même pour un petit peu faire part de ce point-là. En quoi consiste l'expertise que moi, je revendique à titre personnel et que mes collègues de région revendiquent? Eh bien, c'est cette connaissance théoriquement très approfondie de l'écosystème des filières. Moi, je ne m'occupe pas que de la technique, je ne m'occupe pas que de la politique, je ne m'occupe pas que des enjeux des institutions ni de l'innovation. Tout ça, j'essaye d'être un petit peu partout, et mes collègues localement aussi, et donc on essaye d'avoir une approche, j'ai envie de dire, quasiment systémique des filières, et c'est ce que j'essaye, moi, à titre personnel, de revendiquer. Et c'est tout ça pour expliquer que c'est difficile, je trouve, en tout cas à titre personnel, de ne parler que de bien-être animal quand on ne parle pas de l'ensemble de l'équation animale qui constitue l'élaboration d'un projet agricole pour un éleveur. Et c'est un petit peu mon introduction pour vous montrer qu'on ne peut pas parler de bien-être animal sans parler de l'ensemble des éléments de l'équation qui constituent un projet agricole. Mais je pense que ce matin, en réalité, c'est un peu ce qui a été dit aussi, notamment par les témoignages. On comprend bien, et notamment par l'outil qui est développé, qu'on a vu à la fin, c'est-à-dire que tous les paramètres de l'équation s'imbriquent en réalité. Donc pour parler purement de bien-être animal et de la connaissance qu'on en a, nous, en termes de financement en particulier, on pense que le bien-être animal donc, concerne davantage les monogastriques que les ruminants, que cette approche, elle nous vient, et ce n'est pas une surprise, souvent d'Europe du Nord, au travers notamment des cahiers des charges que sont, on en a parlé ce matin, Christine en a parlé ce matin, Better Leven, par exemple, pour la filière porcine, mais aussi pour la filière avicole. On en a aussi parlé ce matin, le CC, qui est un énorme sujet, et puis au sein de la filière même, des approches bien-être animal, par exemple avec le veau-sexage, mais ça, ce ne sont que des exemples. En tout cas, chez le porc et la volaille, on peut dire que les changements envisagés, que nous, on envisage et qu'on essaye de faire intégrer, par exemple, à nos conseillers localement,
seront coûteux et peuvent, et c'est important de l'avoir en tête, impacter la productivité. Et dès lors que ça peut impacter la productivité, mais là encore on en a parlé ce matin, d'une certaine manière, il faut que ça rentre dans le cadre de cahiers des charges qui, de fait, sont quand même rémunérés. Nous, nos conseillers, bien évidemment, on ne va pas financer une approche bien-être animal sans avoir l'assurance, par exemple, au travers de contrats, que sur une certaine durée, alors ce matin on disait que ça ne pouvait pas durer quand même 15 ans, ce n'était pas possible, mais quand même sur une certaine durée, une certaine forme de rémunération était acquise. Donc ce qu'on constate, on en a aussi parlé ce matin, c'est l'émergence des normes de production de type standard plus, avec un premier élément, une dédensification, qui pose d'emblée la question de la capacité à agrandir les élevages. Et ça, je pense qu'on en a peut-être moins parlé ce matin, mais le sujet des freins à l'agrandissement des élevages, pour moi, est un sujet crucial. Le bien-être animal passera d'une certaine manière par la capacité à agrandir la taille des bâtiments et donc à lever les freins à l'agrandissement aussi. Donc l'arrêt de la cage, les problématiques de souche, je crois qu'on en a aussi un petit peu parlé ce matin, l'arrêt des mutilations, la lumière naturelle, le transport, etc. Même chose pour, par exemple, les engagements de filière avec le port français et aussi beaucoup d'injonctions qui viennent souvent de l'aval. En réalité, on a tous en tête ce qui a été le plus structurant en fait, sur les filières monogastriques, peut-être ces dernières années, ça a été la demande par les distributeurs, favorisée par les actions des ONG, de la fin de la cage en poule pondeuse, par exemple. Alors, aussi, nous, notre mission, enfin en tout cas la mienne, c'est aussi de savoir quelles sont les discussions qui sont en cours, par exemple, au niveau de l'Union européenne, pour essayer d'identifier les futures réglementations et de fait, pour essayer de conseiller nos conseillers qui vont eux-mêmes aller voir les éleveurs pour avoir une idée assez précise, aussi précise qu'elle peut l'être, et ça c'est un sujet important, de l'avenir. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, le sujet des cages, des truies libres en maternité, je constate que l'observation en ce moment est que tous les équipements ne sont pas aussi efficaces les uns que les autres, et de fait, on se rend compte que c'est l'éleveur aujourd'hui qui, au travers du Crédit Agricole notamment, mais que c'est l'éleveur qui prend un risque quand même considérable. Et ça aussi, c'est un sujet qui a été évoqué ce matin, le risque que prend l'éleveur quand il décide de faire tel ou tel choix dans ses investissements de bien-être animal, sachant qu'en réalité, il n'y a pas forcément tout le recul nécessaire pour choisir avec tous les éléments. Donc chez les bovins, on dirait, nous en tout cas, c'est l'approche qu'on a, surtout en termes de financement, que les enjeux sont un petit peu moins structurants, encore une fois, en termes de financement. On a parlé tout à l'heure du logement des veaux, et j'ai vu que tout à l'heure, quelqu'un a parlé des robots de traite et de l'accès au pâturage. Voilà, c'est ce genre de sujet que nous, on regarde, même si jamais on les regarde un petit peu de loin. Pourquoi ? Parce que, en réalité, c'est un message qui est important quand même de faire passer, c'est que si on est supposé, nous, enfin, on revendique le fait d'avoir une assez bonne connaissance de ce qui va se passer et de ce qu'il faut qu'il se passe, à aucun moment, et là j'insiste là-dessus, il faut que tout le monde ait ça en tête, notre mission est d'imposer quoi que ce soit à l'éleveur. On a une approche qui se veut pragmatique, en tenant compte de tous les éléments de l'équation dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont nombreux et complexes. Mais par contre, si un éleveur voulait aujourd'hui se lancer en porc bio et qu'il avait un contrat très sûr et qu'il avait tous les argumentaires et la rentabilité dans ce qu'il nous propose comme business plan, nous n'avons pas la possibilité, mais là je me tourne vers mon collègue, mais on n'a pas la possibilité de lui dire non, on ne va pas aller financer un élevage de porc bio si jamais il a vocation à fonctionner et que les contrats sont derrière. C'est peut-être extrême comme exemple, mais voilà. Alors, un autre élément de l'équation extrêmement important et qui fait partie de mon job à titre personnel, c'est-à-dire de tenir compte effectivement de tous ces paramètres qui sont aussi des paramètres d'ordre commerciaux, c'est l'évidence. Donc là, on a fait avec les instituts techniques d'élevage, donc l'IFIP, l'ITADVI et l'IDEL, donc réunis au sein d'APSIS, dont il y a quelques éléments ici, une étude sur la prospective des filières d'élevage à 2030. Et voilà, donc déjà sur le sujet de l'auto-approvisionnement, qui fait écho à un sujet très structurant qui est celui de la souveraineté alimentaire dont tout le monde parle tout le temps,
mais sur lequel, en dehors d'en parler, j'ai pas l'impression qu'on fasse tout le temps énormément de choses, eh bien, la courbe est flagrante. Je veux dire, si on continuait sur la tendance jusqu'en 2024, aucune production animale aujourd'hui ne serait autosuffisante à l'avenir. Donc, on a tendance, nous et les instituts techniques avec lesquels on a travaillé, à avoir une approche, je dirais, plus raisonnable de l'avenir que le passé qu'on a connu, avec une stabilisation de l'auto-approvisionnement. Point indispensable, mais tout le monde le sait ici, j'en suis certaine, et j'espère que je ne me répète pas trop, mais le sujet de la volaille est un exemple très, très flagrant d'une perte assez importante de compétitivité quand même par rapport au marché extérieur, lié très certainement à notre mode de production et à notre mode de transformation. Vous le voyez, la volaille descend à 81% de taux d'auto-approvisionnement. En réalité, c'est même, entre guillemets, dans l'analyse, pire que ça, parce que sur le poulet que l'on consomme au quotidien en France, on en importe un petit peu plus que 50%. Et plus spécifiquement, globalement, en majorité, en provenance de la Pologne, qui a des outils de production largement financés par l'Union européenne lors du projet d'adhésion et qui sont beaucoup plus productifs que les nôtres. Je ne veux pas être défaitiste quand je montre ce graphique. Je veux juste faire rentrer dans l'équation dont je parle depuis le début le fait que la compétitivité, mais là aussi on en a parlé ce matin, est un élément absolument indispensable au développement des filières animales en France. On parle de souveraineté. Si on ne s'en donne pas les moyens au travers, je ne sais pas, de soutien, qui soit privé ou public ou européen, ça ne peut pas forcément fonctionner. Et là, j'en viens à ma diapo d'après, qui là aussi n'est pas forcément très, très optimiste, mais qui a pour vocation exclusive, en fait, d'alerter. C'est-à-dire, par exemple, je donne l'exemple de l'ovosexage au 1er janvier 2022. Ça a été suivi par la France suite à l'initiative de l'Allemagne, avec le doux espoir, il ne faut pas se cacher, que l'Europe suivrait en fait l'ovosexage dans les couvoirs. Ça n'a pas été le cas du tout. En Allemagne, la moitié des couvoirs ont dû fermer parce que, et en plus, ils avaient un ovosexage précoce par rapport à la France, et qu'en termes de rentabilité, ça ne fonctionnait pas. Encore une fois, je ne veux pas être alarmiste, c'est juste qu'il faut avoir en tête que des exemples comme ça existent et qu'en plus, l'Allemagne, qui du coup pratique l'ovosexage précoce, ça ne les empêche pas d'importer les ovoproduits de Pologne. Et que je peux vous dire qu'en Pologne, on ne pratique pas l'ovosexage dans les produits destinés aux ovoproduits. Donc, tout ça pour dire qu'une approche coordonnée, en tout cas à nous semble plus que prioritaire. Parce que, quand on regarde le graphique de droite, ce qui s'est passé, par exemple, avec l'Ukraine, entre guillemets, on a ouvert, on a été généreux à l'égard de l'Ukraine, à l'égard de MHP, il faut le savoir, qui n'est pas forcément les éleveurs ukrainiens qui étaient en difficulté, mais voilà. Et en fait, la droite rouge montre que sans les taxes, que le fait d'avoir autorisé l'importation de produits de poulet, de filets de poulet, sans les taxes ukrainiens, eh bien, a mis un vrai coup à la filière volaille au sens large européenne, alors que, et je me répète, l'intention était certainement excellente. En réalité, on a enrichi un Ukrainien, un oligarque ukrainien, mais ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, donc sur la gauche, vous avez ce qui est calculé comme le surcoût théorique, et je dis bien théorique parce qu'à mon avis, ce n'est pas du tout la réalité, du cahier des charges European Chicken Commitment. Le poulet sorti d'élevage serait 27% plus cher. Le poulet sorti... le filet de poulet, sorti abattage, si le reste de la carcasse n'était pas valorisé en ECC, serait 59% plus cher. Je pense que ça n'est pas vrai. Tout le monde s'accorde à dire que ça n'est pas vrai, que dès lors qu'on rentrera dans une approche plus industrielle de la production, on serait plutôt autour de 25%, si je comprends bien. N'empêche que 25% de surcoût du poulet, si on le rajoutait sur la gauche, là, on verrait bien qu'il y aurait encore un problème, rien qu'encore plus avec la Pologne. Je veux dire, c'est
Voilà. Donc, s'il n'y a pas une approche, encore une fois, je me répète, soutenue, qu'elle soit publique, privée, ça veut dire les cahiers des charges. Quand l'éleveur vient avec son cahier des charges auprès du Crédit Agricole et qu'il a une assurance de marge, mettons jusqu'à 5, 6 ou 7 ans, bien évidemment, le Crédit Agricole accompagne. Il n'y a pas de mystère. Hein. Par contre, voilà, c'est forcément, ça doit rentrer par une intégration verticale d'une certaine forme, une intégration verticale de la filière. Quand on regarde les prix, on voit que tout est très très cher. La rénovation et lumière naturelle des élevages de volailles, 45 000 € pour un bâtiment de 1500 mètres carrés. On le sait tous, les éleveurs avicoles, ce n'est pas forcément des fonds qui sont forcément faciles à trouver. Les truies libres en maternité, on en a beaucoup parlé ce matin. J'ai mis 11 000 € par place. Bon, c'est très variable. En fait, je dirais que c'est entre 9 et 12 500 €. Alors là, sauf exception, et il y en a, l'éleveur ce matin disait « Non, mais ça, c'est une évidence. Dès que je rénoverai ma maternité, je ferai des maternités liberté. » Alors ça, c'est assez drôle parce que c'est pas systématique. Donc déjà, première chose, moi aussi, je crois que c'était systématique, mais ce que je constate, c'est qu'en réalité, il y a des arbitrages qui sont faits en disant, comme mon amortissement, il peut ne durer que 10, 12 ans, et que la réglementation n'arrivera pas en vigueur avant 12, 15 ans. Enfin, je me tourne vers toi, Christine, mais en réalité, c'est ça. En réalité, la maternité aura le temps d'être amortie avant d'avoir à refaire. Donc, c'est un arbitrage qui n'est pas forcément systématique, contrairement à ce qu'on a entendu ce matin. Et toujours est-il que moi, ce qui me surprend, c'est que ça n'est quasiment jamais rémunéré, malgré le surcoût énorme que ça représente. Donc là, je pense qu'il y a aussi quelque chose en termes de soutien qui me semble assez absent. Et la dédensification des élevages monogastriques, là, n'en parlons pas. Je pense qu'ils ne sont pas du tout rémunérés. Et encore une fois, ils posent la problématique de l'agrandissement du bâtiment. Je parlais des engagements à long terme qui sont indispensables. Le CC, le consommateur, sera-t-il prêt à payer? Alors là, c'est un engagement à long terme qui serait celui du consommateur. Ben ça, on en a parlé tout à l'heure aussi, ça a été évoqué ce matin. Je suis un peu sceptique, mais en tout cas, c'est à suivre. Je voulais parler des Pays-Bas. Alors là, c'est pas tout à fait c'est une digression, mais on parlait du Better Leven tout à l'heure, et de la même manière que l'Allemagne importe des produits, d'ovoproduits polonais, eh bien, le Better Leven, qui est produit aux Pays-Bas quasiment de manière exclusive, en réalité, ça n'empêche pas les importations massives en provenance des Pays-Bas de produits de type standard en provenance du Brésil et de la Thaïlande, qui sont de fait souvent retransformés aux Pays-Bas et redistribués en Europe avec une étiquette Union européenne. Là aussi, c'est un sujet... Enfin, ça nous sidère. Je pense que ça... Enfin, je vois qu'il y en a qui... C'est vrai. En fait, il suffit de recouper la poitrine et puis le filet devient européen. Donc, voilà. Ça pose beaucoup de questions d'ordre politique. Bon, une fois qu'on a planté tout ce décor, quelle est la place du Crédit Agricole au milieu de tout ça? Alors moi, j'ai tendance à dire, tout comme pour tout ce qui est carbone, j'ai tendance à dire que dans l'élevage, aujourd'hui, c'est difficile de définir la frontière entre ce qui va être bien-être animal et ce qui ne va pas être bien-être animal. Moi, j'ai vraiment énormément de mal à le faire. Pour moi, dès qu'on rénove un bâtiment, et Dieu sait que tous les bâtiments, en particulier monogastriques, mais pas seulement, ont besoin d'être rénovés, enfin tous, ceux qui ne l'ont pas été depuis 25, voire même plus d'années, de manière évidente, et là tout le monde peut approuver, dans tous les cas, ça génère un apport en termes de bien-être animal et aussi, du coup, en termes de carbone. C'est une évidence que si on refait les sols, si on refait les murs, si on met de la lumière naturelle, si on refait la toiture, alors je ne parle même pas du fait si on refait les maternités, la verraterie et compagnie. Si on met des caméras, tout à l'heure quelqu'un parlait des caméras pour regarder les dindes. Aujourd'hui, nous, au Crédit Agricole, on est très très pour tout ce qui est technologie et connectique. On va promouvoir les investissements dans ce type de... Enfin, promouvoir, encore une fois, c'est... En tout cas, on va amener l'éleveur à y songer. Tous les colliers connectés, toute l'intelligence artificielle, alors évidemment, ça coûte cher.
Et peut-être qu'un jour, on aura des offres dédiées pour ce type de produit. Ça, c'est pas complètement impossible, on y songe, mais à ce stade, c'est pas le cas. Mais parce que tout ce qui est connecté, tout ce qui aide finalement à la cohérence d'un système en bâtiment, par exemple, regardez si les dindes, on en parlait tout à l'heure ce midi, il y a aujourd'hui une start-up qui est hébergée par le Village by Crédit Agricole en Bretagne, qui regarde le mouvement des dindes dans les bâtiments de dinde, et en fonction de leur mouvement, qui est capable de dire si l'environnement est trop riche en ammoniac, par exemple, ou si la lumière naturelle est trop forte pour les animaux en bâtiment. Et donc, selon le mouvement, selon si elle se colle aux parois et compagnie, en fait, on va faire baisser les stores. En fait, les stores baissent tout seuls. Enfin, et on augmente la ventilation pour l'ammoniac et compagnie. Enfin, voilà. Donc, il y a ça, pour moi, c'est du bien-être animal. C'est indiscutable. Et là, du coup, je vous donnais quand même 2 exemples, mais il y en a des tonnes. Hein. La maternité, mais pas seulement la maternité, tout ce qui est au niveau de l'élevage, en élevage porcin, selon les hypothèses qu'on a émises sur la base de notre étude à 2033 dont je vous parlais tout à l'heure, alors les fourchettes de coûts sont très 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 larges parce qu'on est loin d'avoir la vérité sur exactement tout ce qui se passera en termes d'élevage. N'empêche que si on coupe en 2 les fourchettes, on estime qu'à peu près, nous, en tant que Crédit Agricole, on aura à peu près, rien qu'en élevage porcin, 5 milliards à financer d'ici 2033. Tout ça, c'est du financement de bien-être animal. Donc là-dessus, on peut dire qu'on est le premier financeur du bien-être animal en France. Et là-dessus, on est tranquille et on est sûr. Et si on prend l'exemple, par exemple, du poulet de chair en ECC, si jamais on imagine qu'on arrive vers 2033, de l'ordre de, mais je sais que ça va faire bondir, parce que c'est une hypothèse, 35 ou 40% de production, hein, pas de consommation, hein, mais de production en ECC en 2033, eh bien on aurait de l'ordre de 550 millions d'euros à financer rien qu'en bâtiment. Voilà. Bon, comprenez que c'est des ordres de grandeur, et ça doit être pris comme tel. Toujours est-il que nous, en tant que Crédit Agricole, là-dessus, on est très tranquille. On sait qu'on aura quand même pas mal de financement de bien-être animal à faire et que du coup, comme je le disais, on peut se considérer comme le premier financeur du bien-être animal. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Ouais, alors, je vous l'expliquais tout à l'heure, chaque caisse régionale fonctionne de manière autonome. La Caisse régionale des Côtes-d'Armor a été assez précurseur sur tout ce qui est sujet ESG, que vous connaissez tous, que ce soit des sujets environnementaux, que sociaux, sociétaux, mais aussi économiques. Alors, précurseur, ça veut dire quoi? Je me répète, mais c'est important de l'avoir en tête. On n'impose pas aux agriculteurs, c'est l'agriculteur le patron et nous le financeur. Première chose. Nous, on revendique le fait qu'on connaît assez bien nos secteurs et qu'on est capable de conseiller. C'est, entre guillemets, c'est tout. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais excusez-moi, mais le rôle d'éclaireur et d'anticipation est vraiment très important pour le conseiller en élevage. Et de fait, on a une approche, en tout cas la Caisse régionale des Côtes-d'Armor a été la première à le faire, mais maintenant l'ensemble des caisses régionales le font, même si ce n'est pas forcément sous cette forme-là. On a une approche de sensibilisation de l'éleveur au travers d'un scoring que vous voyez là, et donc d'un entretien qui reprend certains éléments indispensables à ce que nous, on considère comme de l'ESG en élevage. Alors, vous allez dire, ça ne va pas très très loin. En fait, il y a tellement d'éléments à cette équation que ce serait difficile d'aller très très loin sur chaque paramètre, que ce soit des paramètres, vous voyez, biodiv, déchets, carbone. Bon, on n'est pas là non plus pour harceler l'agriculteur. La première mission, qui est considérée comme la nôtre aujourd'hui, est une mission de sensibilisation. Et c'est déjà une mission importante parce que jusque-là, c'était pas réalisé. Et en quoi c'est une mission importante? Par exemple, je donne l'exemple, alors là, c'est un autre exemple que le bien-être animal, mais on va demander à l'éleveur s'il a réalisé des diagnostics carbone, et parce qu'on travaille main dans la main, par exemple, avec Cap2ER, eh bien, on va l'amener à réaliser, s'il ne l'a pas encore fait, un Cap2ER. Voilà, c'est un exemple, mais c'est plein de choses comme ça. Et je vous les donne un exemple peut-être encore plus opérationnel, qui a peut-être considéré un petit peu moins d'agriculteurs, mais qui est vraiment très opérationnel. Dans le projet sociétal du groupe Crédit Agricole,
en 2023, on avait mis en numéro 8, bref, accompagner l'évolution des techniques vers un système agroalimentaire compétitif et durable. Alors ça inclut énormément de choses. Là aussi, l'équation, elle est très vaste. Et donc, vous voyez, d'ailleurs, j'ai encadré un tout petit quelque chose au milieu de plein de choses qui sont très variées, comme l'attractivité du métier d'agriculteur. On y travaille énormément. C'est très complexe, vous le savez, je pense que tout le monde le sait. Mais on y travaille au travers l'accompagnement aussi financier du métier d'agriculteur et notamment de l'installation. Vous en avez peut-être entendu parler, mais on va essayer de mettre en place, et c'est un vrai projet au sein du Crédit Agricole qui est dans la presse, hein, donc si vous ne l'avez pas entendu, il suffit de chercher, vous le trouverez, d'accompagnement au travers du portage de capital dans les élevages, notamment porcins et avicoles. Donc ce n'est pas encore opérationnel parce qu'on y travaille, mais c'est juste pour montrer qu'on est dans la recherche d'ingénierie financière nouvelle pour essayer d'avancer vers... Parce que l'agriculteur se renouvelle, nous, on va renouveler aussi notre approche financière. Donc là où je voulais en venir, donc il y a les 5 piliers de la RSE au Crédit Agricole, enfin plutôt du projet sociétal agricole au Crédit Agricole. Et dans ces 5 piliers, vous avez préservé les ressources naturelles. Et au sein des ressources naturelles, il y a donc protéger le bien-être animal. Alors c'est vrai que ça fait un peu le carré dans le carré dans le carré. Mais donc on a créé des fonds à hauteur au total d'1 milliard d'euros. C'est gigantesque. Hein, on a créé beaucoup de fonds dans ce domaine-là, qui concernent autant les coopératives agricoles que les PME, les ETI, les start-up aussi. Et puis donc, au milieu de tout ça, il y a aussi les agriculteurs. Et les fonds pour les agriculteurs sont surtout dédiés, avec le FEI, à l'apport de garanties dans le cadre d'investissement, qui inclut une dimension bien-être animal. Comme je vous l'ai dit, ça peut inclure beaucoup de choses. Mais voilà, c'est opérationnel depuis l'année dernière. Donc je voulais quand même vous en parler, parce que ça prouve qu'on est allé quand même de l'avant dans ce domaine-là, même si, vous l'aurez compris, c'est un petit peu difficile, de manière générale, à définir. Donc si je devais conclure, je ne sais pas si je suis dans les temps du tout, mais si je devais conclure, voilà, le Crédit Agricole donc, est un acteur majeur de l'investissement des élevages dans le bien-être animal par nature, mais, et c'est important de le dire, avec une approche qui se veut pragmatique. C'est important aussi de l'avoir. Encore une fois, les contrats pour nous, si jamais on est dans une approche un peu disruptive, ils seront importants. Le retour à l'éleveur, il sera très important. On ne va pas donner notre accord pour quelque chose qu'on ne juge pas économiquement viable. Ça, c'est surtout ça qu'il faut avoir en tête. Donc, on sait que l'élevage doit se moderniser et investir. Il doit se moderniser et investir aussi pourquoi ? Et donc, investir dans le bien-être animal aussi pourquoi ? Mais ça, je pense qu'on l'a dit tout à l'heure. Parce que quand on a un éleveur de 55 ans qui n'a pas investi dans son élevage depuis 20, 25 ans, enfin, pas investi massivement, hein, j'entends, depuis 20, 25 ans, en réalité, notre rôle aussi à nous, et peut-être encore plus aujourd'hui, maintenant qu'on a pris conscience des enjeux très forts en termes de renouvellement des générations, c'est que dans 5-10 ans, l'élevage puisse être repris. Et donc ça veut dire aussi passer par cette période de sensibilisation, alors là c'est vraiment très fort comme sensibilisation, autour des enjeux de renouvellement, de renouveler cet élevage et d'investir dans cet élevage avant qu'il ne soit, entre guillemets, trop tard, de le faire. Donc de le faire, éventuellement même progressivement. Tout à l'heure on disait qu'il fallait parfois le faire petit à petit, mais c'est notre rôle aussi de faire part du fait que certains élevages ne seront pas reprenables si des investissements ne sont pas réalisés. Et donc, c'est notre rôle aussi de dire quels types d'investissements seront indispensables à ce moment-là. Donc on embarque directement ou indirectement, naturellement, le confort et le bien-être animal. On revendique cette très bonne connaissance de l'équation et de cet écosystème. J'espère qu'on ne se trompe pas trop. Mais on a un souci de la cohérence du projet et du juste retour à l'éleveur, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de... Voilà. Et enfin, les outils d'ingénierie financière sont mis en place et vont certainement continuer à être mis en place. Je vous dis, cette histoire de portage de capital, ça rentre un petit peu dans tout ça aussi, pour promouvoir les investissements de transition qui incluent tous le bien-être animal. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup. Alors, on a le temps pour quelques questions, sachant qu'il y a à la fin de la séance de l'après-midi, il y a une table ronde avec tous les intervenants. Mais si vous avez des questions spécifiquement ou de précision sur l'intervention, allez-y.
Oui, Christine, Romain, s'il te plaît. J'ai juste une petite question sur le portage de capital. Je voulais savoir pourquoi, quels étaient les éleveurs qui étaient plutôt ciblés par rapport à ça, d'où venait la demande. Et la deuxième chose, c'est quel est le taux de rémunération attendu? Alors, c'est une très bonne question. Oui, alors, encore hier, on en parlait, on était au CIAL et on avait une intervention d'un grand volailler qui nous en parlait également. Même question, qui est demandeur? Alors, à ce stade, ça a démarré, la réflexion a démarré par les Côtes d'Armor, mais du coup, parce que en fait, Christine vient, c'était aussi au caisse régionale des Côtes d'Armor. Donc, l'expérimentation se fera dans un premier temps, premier trimestre 2025, au niveau de la région Bretagne. Élevage avicole, élevage porcin, comme je disais, je pense que le laitier pourrait être intéressé. C'est du portage, c'est pas de la prise d'actionnariat. Déjà, première chose, il faut avoir ça en tête. L'idée, c'est quand même de... alors là, vraiment, je dis... surtout qu'il n'y ait pas de presse, hein, parce que je ne suis pas du tout porte-parole du projet, ni quoi que ce soit. Hein. Mais l'idée, c'est d'aider le jeune, en général le jeune, hein, à reprendre, parce que avec, mettons, 20 000 euros seulement de capital, on ne peut plus aujourd'hui reprendre une exploitation porcine. Et donc, c'est un coup de pouce au début, qui se traduit par un départ progressif. Enfin, c'est l'idée, hein, le portage, c'est ça. Par contre, en termes de taux de rémunération, alors là, vraiment, à ce stade, il m'est bien impossible de donner la moindre information. Je pense que ça passera par des fonds, mais pas des fonds rémunérés comme du capital développement. Enfin, je veux dire, il faut être réaliste, quoi. Mais je peux pas plus te dire. Et tu me dis, il y avait autre chose? Non? C'était ça? Autre question? Oui. Agathe. Oui, Agathe Gignoux, CIWF. Je vous remercie pour cette présentation. J'aurais une double question. J'ai l'impression dans votre présentation, mais bon, c'est difficile d'être exhaustif, que le bien-être animal semble pas vraiment aujourd'hui pour vous, la vision en tout cas que vous en avez, économiquement viable. Je veux dire, le critère bien-être animal a l'air d'être un poids vraiment très important et bon, cette approche me semble éventuellement je la trouve un tout petit peu disons contestable et je me demande dans quelle mesure est-ce que vous considérez que le bien-être animal est en rien une opportunité de compétitivité? Est-ce qu'on peut en déduire cela, mais que ça va s'additionner à d'autres éléments et que quelque part c'est un socle indispensable? Ou est-ce que ça peut être considéré comme un élément de compétitivité à part entière? Et deuxième question qui est un peu liée également, c'est comment est-ce que vous, au Crédit Agricole, est-ce que vous avez des projets, des exemples, vous pouvez compenser les difficultés liées à la structuration de filières qui sont sur le bien-être animal, souvent, sur certains critères assez problématiques. Et donc, il y a besoin de structuration de filières sur certains enjeux forts qui vont au-delà de on va dire, une innovation technologique parfois. Et comment est-ce que sur quel projet, ou est-ce que vous avez des exemples de projets sur lesquels vous pouvez compenser ces difficultés-là qui sont un réel frein, y compris sur les filières bovines, hein, parce que quand on parle de transport ou d'accès au pâturage, il y a clairement un enjeu de désolée, j'arrive plus à suivre, en fait. Alors, la première question, peut-être Il y en avait deux, en fait. L'une, c'était est-ce que c'est une opportunité économique, le bien-être animal? Parce que j'ai pas l'impression que vous une opportunité économique... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la dimension économique ne doit pas être le seul élément. Ça ne peut pas l'être, enfin, pour moi. Mais, si, il y a des... Si, alors... peut y avoir des opportunités économiques au bien-être animal. Je parlais tout à l'heure de tout ce qui était équipement d'élevage. Pour moi, ce sont des opportunités économiques. Si les animaux vont bien, on gagne plus d'argent. Donc, d'une certaine manière, c'est une opportunité. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais pour moi, le bien-être animal, enfin, c'est pour moi, hein, je ne sais pas pour le Crédit Agricole, c'est quand l'animal va bien. Donc, si on a un cheptel de volailles, un groupe de volailles qui se porte très bien grâce à des équipements
éventuellement dédensifier aussi, mais bon, dans la limite du raisonnable, j'ai envie de dire. Alors dans ces cas-là, c'est du bien-être animal et un apport économique, oui. Donc oui, c'est compatible. Après, si le bien-être animal, c'est forcément faire de l'ECC pour faire de l'ECC, mais que derrière, on a des animaux morts ou je ne sais quoi, là, c'est des contre-exemples absolus. Ça ne va pas, c'est pas économiquement viable. Bon, je sais pas. En tout cas, pour moi, il y a une équation qui est extrêmement complexe, qui inclut le bien-être animal, mais qui veut surtout dire que les animaux vont bien. Et donc, voilà. Et la deuxième question, c'était sur les structurations de filières. L'exemple de projet plus spécifique sur une structuration de filière, là où ça va pêcher, pour permettre justement d'amener de la valeur. Par exemple Par exemple, on sait que sur un enjeu comme le temps de transport, l'enjeu, ça va être d'avoir des abattoirs à proximité. Donc, il va y avoir le fait de lier l'ensemble des maillons. Quand j'appelle structuration de filière, c'est-à-dire d'avoir des maillons qui peuvent être... là, je peux être que d'accord, mais c'est pas moi qui décide. Oui, ma question, c'était comment est-ce que vous intégrez ce critère dans vos choix de projet? Non. Je suis désolée, peut-être que mon collègue saura répondre à la question. Il m'avait dit qu'il me viendrait en aide si jamais... Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on... si vous voulez bien. Parce que ça ne rentre pas dans nos critères. La première question renvoie, en fait, est-ce que... Enfin, c'est comme ça que je comprends. Après, il y a plein d'acceptions. Est-ce que ça peut être un facteur de différenciation, de segmentation et du coup... oui, mais je l'ai dit, voilà. Ça, par les cahiers des charges. Non, mais de toute façon, c'est une question difficile, mais c'est une question qui est très importante. Est-ce que, du coup, ça peut remettre en cause des segmentations de marché qu'on a aujourd'hui et qui, du coup, via une autre segmentation des marchés, on pourrait répondre de façon plus positive. C'est comme ça que je comprends ta question, Agathe, et y compris, du coup, en levant certaines contraintes pour la mise en place de ces filières différenciées un peu autrement, y compris par des temps de transport plus courts, des formes d'abattage différentes. Enfin, j'en sais rien, quoi. Et du coup, je pense que dans les intervenants de la suite, l'exemple de ce que Père Christophe à Terrena peut apporter des éclairages. C'est facile de passer la balle au voisin, remarque, ça je sais. Voilà. Mais je ne sais pas si j'étais la bonne interlocutrice. Pourra aussi répondre. Je me défends. En espérant qu'il arrive, parce que je ne le vois jamais, mais bon, un jour il va bien arriver, quoi. Voilà. Donc on en reparlera de ça. Il ne faut pas oublier, Monsieur Romain. Une dernière question d'éclairage, de précision, un point que vous voulez soulever, y compris d'ailleurs pour la table ronde de derrière, enfin de finale plutôt. On y va. Ma question c'était sur Pascal. Le slide de la souveraineté. Par exemple, je prends l'exemple du lait, on l'a vu à 102. Oui. Et finalement, quand on regarde de près, on exporte 43% de notre lait et on en importe 35 ou 36%. Et finalement, cette idée de souveraineté, est-ce qu'elle est aussi forte que ça? La deuxième chose, quand on disait compétitivité, finalement, est-ce qu'on restera compétitif quand on compare, par exemple, à l'Ukraine en poulet? Est-ce que notre standard français, il ne faut pas qu'on raconte une histoire pour lui donner un peu de valeur? Si, oui, vous avez les réponses dans la question. Alors, effectivement, le taux d'auto-approvisionnement est un indicateur. C'est ce que vous dites. Tout comme sur le porcin. On sait bien qu'on importe énormément de jambon pour le transformer. On est à 100% sur le porcin, mais en réalité, on exporte le 5e quartier, enfin voilà, c'est tout un équilibre. Par contre, c'est un indicateur important en termes de tendance. Ça, on peut considérer que c'est un indicateur. Après, le terme souveraineté, alors là, je vous rejoins complètement. Je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez dire, mais il y a eu un débat, vous le savez, au ministère sur le terme souveraineté. S'il y a bien quelque chose sur lequel on est sûr à 100%, c'est qu'on n'a pas la réponse à la question qu'est-ce que c'est que la souveraineté alimentaire. Donc, je l'ai mis dans le titre parce que ça parle à tout le monde, parce que c'était un sujet très, très évoqué en ce moment et que tout le monde en parle et que quand on regarde les tendances, elles sont elles-mêmes parlantes. En réalité, il faut quand même aller plus profond dans les choses pour comprendre ce qu'on dit, surtout sur la filière avicole. C'est une évidence. On n'arrivera jamais à 100%. Maintenant, c'est clair. Ou alors vraiment, on baisse très fort de consommation et c'est pas la tendance qui semble être amorcée. Mais par contre, est-ce que la question, c'est pas se maintenir au niveau où on est actuellement? Et effectivement, du coup, ça rejoint ce que vous disiez après.
avoir une approche différente de la production, peut-être de ce qu'on est amené à importer. Oui, je partage complètement. Oui, compétitivité, là aussi, il faut rester... On ne produira pas le filet de poulet au prix du filet polonais ou ukrainien. Donc, il faut savoir, effectivement, rentrer dans des cases. Par exemple, le filet de poulet français, il va aller dans les rayons des supermarchés, quand le filet de poulet polonais va aller dans la transformation de nos chers industriels français.